Mesdames, Messieurs, il est 20h sur les antennes de la télé Futurs Médias. C'est parti pour le sommaire de cette édition. L'État du Sénégal déterminé à faire respecter la loi avec l'interdiction de manifestation pour le bon déroulement du sommet de la francophonie. L'assurance est du ministre de l'Intérieur. Alioune Tine soutient que c'est une violation au principe de la francophonie. Le Front patriotique pour la République compte braver l'interdiction. L'injonction de la CEDEAO fait grincer des dents au sein de la population sénégalaise. Elle juge prématurer la réouverture de la frontière avec la Guinée touchée par l'épidémie d'Ebola. La convergence pour le désenclavement et le développement de la Casamance tape du poing sur la table. Elle demande aux autorités sénégalaises et gambiennes d'accélérer la construction du pont. Elle n'en peut plus des difficultés qu'occasionne la traversée du bac de Farafenni. Et puis GFM Entertainment va organiser le combat Balagaï de Eumeu-Sène, le combat de la revanche ou la confirmation. La signature du contrat a eu lieu hier. Les développements, c'est dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Léa, bonsoir. Bonsoir, Ravi de te retrouver. L'État du Sénégal sera inflexible sur l'interdiction de manifestation. Le ministre de l'Intérieur réaffirme qu'aucune marche ne sera tolérée durant la période du 10 novembre au 5 décembre. On va certainement vers un risque de confrontation si le PDS maintient sa décision de manifester les 12 et 21 novembre prochains. Le ministre de l'Intérieur s'exprimait en marge de la cérémonie d'incinération de drogue au Mamelles en présence d'Ibrahima Kamara et d'Alioune Diagne. Le bras de fer continue de plus belle entre le Parti démocratique sénégalais et l'État. La marche annoncée par les libéraux ne sera pas autorisée, selon le ministre de l'Intérieur. Ces manifestations ne seront pas autorisées, elles n'auront pas lieu non plus. Parce que quand même l'État restera véritablement un État fort, un État de droit, où effectivement donc toute la rigueur, en tout cas du droit, sera appliquée. Le sommet de la francophonie prévu dans quelques jours. Aucun trouble à l'ordre public ne sera toléré, poursuit Abdoulaye Daouda Diallo. Nous allons vers un sommet particulièrement important qui va nécessiter que nous faisions nos efforts ailleurs, plutôt véritablement que dans l'encadrement des manifestations. Nous pensons que le délai n'est pas à ça, mais dans tous les cas, c'est à elle d'en apprécier en tout cas la recevabilité. Le ministre de l'Intérieur a par ailleurs apporté des éclaircissements par rapport à l'ouverture de la frontière sénégalo-guinéenne. S'il y a lieu justement d'ouvrir ces frontières parce qu'on a estimé qu'on commence à vaincre le mal, il n'y a pas de problème. Si on estime effectivement qu'il y a encore des difficultés apparentes à ce niveau, je pense que l'on continuera en tout cas de veiller à la sécurité en tout cas de nos populations. Abdoulaye Daouda Diallo avertit, l'État n'entend pas reculer. Les libéraux maintiennent leur position. L'affrontement semble inévitable. Et la réaction à présent, chère Tidiane, du président du comité sénégalais des droits de l'homme. Alioune Tine déclare que cette mesure est contradictoire au principe de l'OIF qui met en avant la démocratie et les droits de l'homme. Alioune Tine que je vous propose d'écouter au micro de Chérif Dia et Younous Diatta. Il faut offrir à la francophonie le visage d'un pays où les libertés démocratiques sont respectées. D'abord ça. Parce que le département fondamental de la francophonie, c'est la DDHP, où j'ai travaillé pendant très longtemps. C'est le département de la démocratie, des droits humains et de la paix. Ça ne gêne pas. Je pense qu'il faut demander des conseils au comité sénégalais des droits de l'homme. Le comité sénégalais est là pour donner des avis. Et je vous assure que nous avons des gens qui sont compétents pour donner des avis en matière de droits humains, surtout dans un contexte international. Mais je ne peux pas être en tant que président du comité sénégalais des droits de l'homme pour l'interdiction d'une manifestation démocratique. C'est quand même, comme j'ai dit, les manifestations et les libertés fondamentales, c'est inscrit dans l'ADN des Sénégalais. Ouais. C'est dans notre ADN. Il faut que tout le monde le comprenne et prenne de la graine. Alioune Tine, des propos recueillis par Chérif Dia et Younous Diatta. Les leaders du Front patriotique pour la défense de la République persistent et signent. Ils comptent bien braver cette interdiction. Selon Mamadou Diop Décroix, coordonnateur du Front, personne ne peut empêcher la tenue de leur meeting dans la mesure où la Constitution les y autorise. Kodendiaï et Mamadou Diop. Les libéraux sont plus que jamais décidés à tenir leur meeting du 21 novembre prochain, et ce malgré l'interdiction du gouverneur de la région de Dakar. Ceux qui aujourd'hui produisent des arrêtés pour interdire des manifestations
ceux-là étaient dans l'opposition, là où nous sommes aujourd'hui, quand nous on était de l'autre côté. Nous avons retenu de faire notre meeting le 21 novembre. Je signale que depuis 8 mois, toutes les tentatives de manifestation de l'opposition sont interdites. Maître Amadou Sall menace. Il prend pour responsable le président Macky Sall et son régime de tout débordement. Une décision de l'autorité administrative ne peut pas porter atteinte à un droit constitutionnel. Nous allons déposer aujourd'hui même la lettre informant les autorités administratives de notre décision d'organiser une marche pour le 21. Si les choses débordent et qu'il se passe quelque chose dans ce pays, seul Macky Sall et son régime en seront responsables. Il accuse par ailleurs le président Macky Sall de tenter de déstabiliser le Parti démocratique sénégalais. Baragaï, qui est à l'époque qui était le secrétaire général des jeunes. Quelque temps après, on prend Abdoul Aziz Diop, le responsable des cadres, et on a essayé de désarticuler également le travail des femmes en prenant Aïda Ndiongue. La tension monte crescendo entre le pouvoir et l'opposition. Le climat politique sénégalais risque d'être tendu si chaque camp campe sur sa décision. Vers l'implosion du Parti socialiste à Diourbel, une frange de cette formation politique menace de créer une union régionale parallèle. L'annonce est faite par Mamadou Kanigay, donc, qui estime que les démarches sont très avancées. Une déclaration faite au cours d'une cérémonie de remise de fourniture de 13 écoles de la commune de Noulo. Je vous propose de l'écouter. Il est au micro de Talassambe et Mohamed Diop. Effectivement, nous avons, moi et Badara Baro, les autres, nous campons toujours à notre position. Pour nous, nous voulons créer parallèlement une union régionale du Parti social au niveau régional de Diourbel et une coordination départementale du Parti socialiste. Pour nous, les coordinations départementales et union régionale créées par les autres, nous ne sommes pas reconnus cette coordination. Nous ferons tout. D'ailleurs, on est en train de faire les démarches pour créer notre organisation parallèle. Si le parti prendra la décision qu'il faut, nous, on salue. Si le parti fera autrement, nous aussi nous ferons autrement. Nous parlons à présent de l'injonction de la CEDEAO qui exige la réouverture de nos frontières avec la Guinée. Une mesure qui n'est pas au goût de nombreux Sénégalais face à la menace surtout du virus Ebola. Interrogés par nos reporters, ils estiment que le gouvernement doit montrer sa souveraineté et refuser la réouverture des frontières. Fatou Bintou Conté et Alioune Diagne. La CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, a sommé le Sénégal d'ouvrir ses frontières avec la Guinée-Conakry. Une mesure qui irrite les populations qui n'ont pas manqué de montrer leur désapprobation. On ne doit pas ouvrir les frontières. Cette maladie est contagieuse. Nous arrivons à sensibiliser nos enfants. Il faut qu'ils arrivent à éradiquer cette maladie avant d'ouvrir les frontières. Je ne suis pas d'accord du tout. Ça ne doit pas être imposé. Ça ne doit pas être imposé. C'est les pays qui, en toute souveraineté, selon leurs moyens, selon leur disponibilité et leurs moyens, qui puissent prendre ces décisions. Mais aucun pays au monde ne doit prendre ces décisions à la place des autres. Anxieux, les Sénégalais redoutent que la maladie refasse surface au Sénégal, malgré les nombreuses sensibilisations. Nous avons beaucoup sensibilisé les populations sur cette maladie. Nous avons fait le tour des quartiers. Et si on ouvre les frontières, notre travail est voué à l'échec. Les Sénégalais pensent que pour une question de souveraineté, le gouvernement du Sénégal ne doit en aucun cas accepter cette proposition de la CEDEAO. Le gouvernement sénégalais doit faire preuve d'autorité et de souveraineté. Ce sera de la faiblesse. Ils rendront compte devant l'histoire. Le virus hémorragique à fièvre Ebola continue toujours de faire des ravages en Guinée-Conakry. Ouvrir nos frontières risque d'engendrer une autre situation sanitaire au Sénégal.
Accélérer la construction du pont afin de faciliter la traversée du lac de Farafagné. L'association pour le développement et le désenclavement de la Casamance interpelle les autorités. Et l'annonce également un rassemblement à la place de l'Obélisque le 13 décembre prochain pour mieux se faire entendre. Plus de détails avec nos reporters Maïmouna Ndiaye et Gafaraba. C'est avec amertume que les jeunes Casamancés ont alerté les autorités sur la traversée du bac de Farafagné. Ils réclament la construction prochaine d'un pont pour sortir de ce calvaire. Il arrive que nous passions 2 à 3 jours au bac où il n'y a pas de hangar, où il n'y a pas de structure sanitaire, où il n'y a pas également de latérite. Ce qui nous faciliterait le transit à ce niveau-là, c'est un pont. Et ce pont-là, on en parle depuis des années. La Gambie l'évoque, le Sénégal l'évoque. Il y a eu des traités, il y a eu des accords et il n'y a jamais eu de pose de première pierre. La convergence pour le désenclavement et le développement de la Casamance ne compte pas s'en arrêter là. Elle prévoit un rassemblement le 13 décembre prochain. Au-delà de cette conférence de presse-là, c'est une grande mobilisation que nous voulons à la place de l'Obélisque. Et ça, c'est pour le 13 décembre. Donc, nous voulons que tous les citoyens aient plus de justice. On n'appelle pas seulement les Casamancés. Parce qu'appeler les Casamancés voudrait dire que nous, on prend ce combat-là juste pour le régionaliser. Non, nous sommes citoyens sénégalais et nous pensons qu'étant donné que la cause nous concerne nous tous, que nous aurons le soutien de nos autres concitoyens et au-delà, bien sûr, du soutien indéfectible de nos frères de la Casamance. Autre problème soulevé, la route Fatick-Kër-Aïb. Cette route, elle est impraticable. Et ça fait au moins, c'est depuis qu'elle est construite d'ailleurs, vous connaissez le fameux épisode avec Baratal sur cette route-là. Et depuis lors, nous constatons que cette route-là, elle doit être réhabilitée. On l'a annoncé à plusieurs reprises lors des votes de budget à l'Assemblée nationale, mais jusqu'à présent, rien. L'association a aussi évoqué le désordre à la gare des Beaux-Maraîchers. Ses membres attirent l'attention des autorités. Maïmouna Ndiaye, merci. Près de 3 tonnes de chanvre indien en plus de la drogue dure incinérée ce matin en présence du directeur général de l'Ocrétis. Scat Urban, les parcelles assainies et la SICAP parmi les quartiers où il y a eu le plus de saisies. Le corridor Dakar-Bamako aurait repris du service. Écoutons à ce propos Mam Seydou, directeur général de l'Ocrétis. Il est au micro d'Ibrahima Kamara. L'évaluation que nous avons faite donc, pour ce mois montre donc qu'il y a une reprise du trafic au niveau de l'axe du corridor malien, c'est-à-dire Dakar-Bamako. Parce qu'il y a une importante saisie qui avait été faite donc, par les forces de gendarmerie concernant ce cas, mais également 2 grandes saisies qui ont été effectuées par l'Ocrétis et qui concernent également cette variété qui nous vient donc du Mali et qui est produite entre le Nigeria et le Ghana. Toutefois, la variété Fogny également continue à être saisie, ce qui veut dire que donc la production locale est toujours là. Les saisies ont été effectuées sur la Petite Côte, sur des quantités assez importantes également de Fogny. Toujours donc sur un autre axe, c'est-à-dire la cocaïne. Généralement, on a observé quand même une petite pause au niveau de l'aéroport de Dakar et donc du port de Dakar, où les plus grosses saisies de cocaïne avaient été effectuées. Donc, les travailleurs du nettoiement très remontés contre leur direction générale qui refuserait d'appliquer la mise en demeure qui leur permet d'avoir un bulletin de salaire. Ces travailleurs dénoncent également la non-application de la convention concernant leur statut. Ils étaient en assemblée générale ce jeudi, compte rendu signé Kodengay et Younous Diatta. Les travailleurs du nettoiement ont dénoncé les conditions précaires dans lesquelles ils s'acquittent de leurs tâches. Ibrahim Ndiaye, leur porte-parole, fustige. Ce sujet, la position de notre direction concernant la mise en application de la mise en demeure qui lui a été octroyée par l'inspecteur régional de Dakar. Et depuis lors, il n'y a pas de changement, il n'a pas voulu s'exécuter. Deuxièmement, depuis la signature de la convention collective du nettoiement, la direction refuse véritablement d'appliquer cette convention. Troisièmement, tout le monde a constaté la sortie du PM, du Premier ministre du Sénégal.
qui disait que désormais la retraite est à 60 ans. M. Tine a défié l'autorité aujourd'hui parce que jusqu'à ce matin, il est en train d'amener les gens à la retraite. Le secrétaire général du syndicat national des travailleurs du nettoiement a par ailleurs pointé un doigt accusateur sur son homologue de l'entente Kadakar. Tout ce qui se passe dans le nettoiement, c'est sous la responsabilité de M. Tine. Il piétine nos droits, il fait du n'importe quoi. C'est du je m'en foutis. Moussa Tine, c'est le monsieur je m'en foutis. C'est lui qui disait que j'ai honte d'avoir dirigé une société où on ne paye pas sur bulletin. Aujourd'hui, on lui demande de payer sur bulletin, il refuse de payer. 1500 hommes. Il ne peut pas rendre Dakar propre, mais il est nul. Ibrahim et ses camarades entendent répondre favorablement à l'appel du chef de l'État pour une ville propre à l'occasion du sommet de la francophonie. On va se bagarrer pour sauvegarder l'image du Sénégal. Nous sommes des patriotes. On va accompagner les acteurs du nettoiement pour que Dakar et sa banlieue soient propres. Mais on ne doit pas attendre l'arrivée des étrangers pour rendre Dakar et sa banlieue propre, alors qu'on dépasse 10 milliards de l'argent du contribuable. Ces travailleurs réclament plus de considération de la part des autorités. Ils comptent intensifier leur combat pour une meilleure amélioration de leurs conditions de travail. Direction l'université Cheikh Anta Diop de Dakar à présent, mais c'est pour parler des marchands ambulants au déguerpi il n'y a pas longtemps, mais qui sont revenus en force. Souvent déguerpis donc, ces marchands ambulants reviennent toujours sur place, quitte à déranger et à limiter les déplacements des étudiants qui appellent les autorités à intervenir une bonne fois pour toutes. Bintouloum et Mardien. Tout le temps déguerpis, mais ils reviennent toujours. Les marchands établis aux abords de l'université Cheikh Anta Diop soutiennent qu'ils ne quitteront jamais les lieux. On avait des tables ici, les policiers sont venus les déplacer. C'est pourquoi on tient nos marchandises comme ça. Mais je peux vous assurer qu'on ne quittera jamais ici. Étudiants et marchands cohabitent difficilement à l'université. Circuler aisément est presque impossible pour les étudiants. Les marchands ambulants encombrent les portes de l'université. Vous êtes là chaque jour, vous les retrouvez par terre et quand vous passez, ils vous interpellent et sans savoir ce qu'il y a dans votre tête. Ils encombrent les portes, cela vous empêche de passer des fois si ça donne une mauvaise image de l'université. Le soutien des autorités est sollicité par ces étudiants afin d'éloigner définitivement les ambulants établis de l'université. Ça ternit l'image de l'université. Même si ce n'est pas l'université, ça ternit l'image même de la capitale. L'État doit faire son devoir en donnant des sanctions très sévères. Il le faut absolument. Ça doit faire quelque chose pour eux. Il doit les déplacer et les mettre dans les boutiques pour qu'ils puissent vendre leurs marchandises et permettre ainsi aux étudiants de travailler calmement. L'université se doit d'être un endroit calme et paisible. Pour les étudiants, les marchands n'ont pas leur place aux abords du temple du savoir. L'intérêt supérieur de l'enfant au cœur d'un atelier de formation des inspecteurs des DARA. Cet atelier, l'EIA vise à promouvoir et protéger les droits des enfants dans les DARA. Participants et formateurs comptent s'investir. Compte rendu signé Lamine Diédiou et Modou Diop. Venus de Thiès, Diourbel et Dakar, ces inspecteurs des DARA ont pour objectif de s'approprier les textes et conventions sur les droits de l'enfant. Ces derniers comptent sur cet atelier pour apporter un changement de regard sur les enfants des DARA. Nos attentes en participant à ces ateliers, c'est d'échanger avec les experts en droit islamique et en droit positif sur la protection de l'enfant et sur les droits des enfants afin de pouvoir former et d'encadrer les Serigne Dara et tous ceux qui travaillent sur l'enseignement arabo-islamique au Sénégal. Le choix des inspecteurs de DARA est plutôt stratégique selon les organisateurs, car ils constituent des relais directs entre l'État et les maîtres des DARA. Les inspecteurs en langue arabe constituent quand même des acteurs potentiels avec qui nous devons travailler parce qu'ils peuvent être des relais au niveau local pour les activités de communication, pour un changement de comportement par rapport à la situation des enfants talibés mendiants. Une fois suffisamment outillés, les acteurs de l'éducation coranique auront une meilleure approche des droits de l'enfant. Du moins, c'est l'avis des organisateurs. Nous attendons à ce que les droits des enfants soient respectés à tous les niveaux.
que l'État respecte les droits des enfants, que les parents respectent les droits des enfants, que nous-mêmes respections les droits des enfants et que tout le monde respecte tout ce que nous faisons, c'est en vue de l'amélioration des conditions de vie et d'apprentissage des enfants. La première journée de cet atelier a déjà permis aux participants de s'imprégner des textes et conventions qui encadrent l'enfant. Reste à savoir, une fois sur le terrain, si l'acte sera joint à la parole. Faisons à présent connaissance avec ce Sénégalais, ce premier Sénégalais qui a confectionné des tenues de travail dans le domaine du travail des mines, Abdoulaye Ndao. Il s'appelle Léa, il a participé au 3e salon international des mines. Et oui, cher Tidiane, un événement qui vient naturellement étoffer son carnet d'adresses. Après une décennie passée hors du pays, Abdoulaye Ndao est de retour au Bercail. Retour sur son parcours avec Fatima Taba et Abdoundoy. Il fait partie des 800 participants du Salon international des mines. Abdoulaye Ndao s'est spécialisé dans la confection des tenues de travail, mais dans le domaine des mines et industries. Nous avons constaté dans un premier temps que tous les entreprises minières, ils passaient leurs commandes des tenues à l'étranger. Bon, nous avons décidé de s'y mettre. On a fait la formation, s'organiser et voilà, travailler selon les normes. Parce que ces tenues, ils ont une particularité, c'est-à-dire c'est les normes de sécurité. C'est ce qu'on appelle en anglais Tech 5, les 5 normes de sécurité. Ce jeune Sénégalais a roulé sa bosse un peu partout dans le monde, Abidjan, Paris, avant son retour au Bercail en 2003. Dans la couture, sa première passion était la confection de tenues traditionnelles. En premier temps, dans la confection de tenues civiles, le prêt-à-porter, le lin, le coton, d'autres matières comme le bazin, etc. Mais c'est en 2008 que je me suis engagé à créer un autre département pour les tenues de mining. La quarantaine, Abdoulaye Ndao en est à sa 2e participation au Salon international des mines. Une bonne affaire, selon lui. La plupart des visiteurs, ils sont surpris de voir qu'ici, il y a une société qui est capable, qui travaille dans les normes internationales, qui s'adaptent à leurs besoins. Depuis hier, on a eu certaines commandes, mais bon, ça va venir avec le temps. Son entreprise existe depuis plus de 10 ans et elle est présente dans presque toute la sous-région, les mines et l'industrie. Abdoulaye Ndao y est et y reste, une manière selon lui d'apporter sa contribution au rayonnement du secteur. Et parlons d'une femme à présent. Il s'agit d'Agnès Teureau, française d'origine et vivant au Sénégal depuis une dizaine d'années, chère Tidiane. Elle montre à travers son exposition corps à corps les différentes facettes qu'elle a détectées dans le quotidien des Sénégalaises. Une production exclusivement réservée aux femmes. Plus de détails avec Aïssatou Païfal et Mohamed Dian. Ses peintures sont à l'huile, ses doigts. Elle s'en sert comme d'un pinceau. Agnès Teureau peint selon sa sensibilité, son imagination. À travers corps à corps le thème de son exposition, elle décrit le vécu des Sénégalais, une collection de tableaux dédiés principalement aux femmes. Ce qui m'a inspiré, effectivement, je travaille beaucoup la femme. C'est quelque chose que je connais bien puisque j'en suis une. C'est celle aussi que je côtoie chaque jour dans ma vie de tous les jours et qui généreusement me donne une inspiration régulière. Le corps, c'est en fait la structure, c'est la forme, c'est ce qu'on voit en premier. L'accord, c'est tout ce qui entoure, c'est le fond, c'est l'environnement, c'est l'éducation. Une de ses œuvres, l'Arche, attire le regard. C'est une grande maison à étages, comme on voit ici à Dakar, et avec sa vie quotidienne, chacun est affairé à ses affaires, et puis en face, Dakar change, et c'est peut-être une mutation, c'est peut-être cette grande maison prendra l'eau pour trouver une autre manière de vivre. Tout va changer. Idrissa Diallo du village des Arts de préciser que le choix des femmes dans cette exposition n'est pas du fait du hasard.
pour nous, Village des Arts, en fait, la transition, elle était toute trouvée d'exposer Agnès, qui est artiste française, mais en même temps qui réside ici à Dakar. Et quand on voit le travail qu'elle a fait, donc c'est beaucoup de travail en fait qui ont trait en fait aux thèmes qui vont être développés dans le cadre du sommet de l'organisation du 15e sommet de la francophonie. Une exposition qui colle au thème du 15e sommet de la francophonie, femmes, vecteurs de paix et acteurs de développement. Ici, Agnès a sa façon de reproduire les choses qui l'entourent avec un œil d'artiste. La page internationale à présent avec la CEDEAO qui exige la réouverture des frontières et également le meurtrier de Ben Laden qui s'est dévoilé au grand public. C'est avec Fatou Kinedem. Ebola, pour la CEDEAO, les pays les plus touchés ont besoin d'un soutien plus durable au-delà des soins médicaux. Selon le président en exercice de la CEDEAO, John Dramani Mahama, les économies du Libéria, de la Guinée et de la Sierra Leone se sont effondrées. Malgré le soutien des États-Unis et la Grande-Bretagne, ainsi que des ONG internationales à mettre sur pied des infrastructures médicales dans ces pays, l'épidémie gagne encore du terrain. Plus de 13 000 cas d'Ebola, dont près de 5 000 décès ont été officiellement répertoriés depuis le début de l'épidémie en Afrique de l'Ouest en décembre 2013. Plusieurs personnes ont trouvé la mort ce vendredi dans l'explosion d'une bombe cachée dans un sac en plastique. Le drame a eu lieu dans la ville d'Azar, dans l'état de Bauchi, dans le nord du Nigeria. Le 23 octobre, une gare de bus dans cette même ville avait été prise pour cible. 5 personnes y sont mortes. Ce dernier attentat n'a pas été revendiqué pour le moment, mais le mode d'opération laisse croire que le groupe islamiste Boko Haram est derrière ces faits. La polémique prend de l'ampleur aux États-Unis après qu'un membre des forces spéciales de la marine américaine a dévoilé son identité dans la presse. Robert O'Neill, 38 ans, affirme au Washington Post qu'il était l'homme qui a abattu le chef d'Al-Qaïda Oussama Ben Laden en 2011 à Abbottabad au Pakistan, ce qui a suscité la colère au sein de la hiérarchie de l'armée et des menaces de mort provenant de sites internet djihadistes. Robert O'Neill risque d'être poursuivi en justice pour avoir brisé le secret auquel il est soumis, tout comme Matt Bissonnette qui avait publié ses mémoires relatant l'opération contre Ben Laden. Ce dernier est depuis visé par une enquête criminelle pour avoir révélé des informations sensibles. O'Neill apparaît dans un documentaire qui sera publié mardi. La page des sports que nous démarrons avec de la lutte. GFM Entertainment va organiser donc le choc Balagaï de Eumesen, un combat qui va permettre au Lion du Guédiawaye de prendre sa revanche ou permettre au chef de file de l'écurie Taïchinger de confirmer sa victoire sur son adversaire. Les détails de cette affiche avec Charles Fay. Charles Fay donc le patron de IGFM que je vous propose d'écouter au micro d'Alioune Diagne et Chartigan John. En substance, il faut retenir que le groupe Futur Media Entertainment, qui est quand même une nouvelle entité du groupe, a décroché hier soir, alors c'était jeudi soir, le combat Eumesen Balagaï dans le cadre d'un protocole d'accord que nous avons mis en place en attendant bien entendu d'aller vers ce contrat qui sera ficelé définitivement du côté du CNG qui commence ses activités pour la saison 2014-2015. Donc nous avons mis les choses, en place et c'est une nouvelle démarche que nous allons imprimer, aussi bien dans le cadre de la lutte qui va être la première manifestation de GFM Entertainment. Et bien entendu, c'est pour une affiche que tous les Sénégalais attendaient, compte tenu de ce que l'on sait qui s'est passé en février 2009. Et là, nous parlons à présent football avec la CAF qui confirme le Maroc. Tout à fait, la Coupe d'Afrique des Nations 2015 se déroulera en fin de compte à la date initiale selon un communiqué de la CAF. La CAN se jouera du 17 janvier au 8 février dans les villes marocaines, à savoir Agadir, Marrakech, Rabat et Tanger, peut-on lire sur le communiqué ainsi que sur le compte Twitter de la CAF Média. Par ailleurs, la CAF a annoncé que le processus d'accréditation
consultation des médias est ouvert du 6 novembre au 7 février 2014 sur le site officiel de la CAF, cher Tidiane. Et là, c'est cette information qui met en terme à cette édition. Merci Léa et bon week-end. À toi aussi, cher Tidiane. La prochaine rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h avec le tout en images. Mais avant, vous aurez rendez-vous avec votre série On Café avec Dakar Lobby, avec Khalifa Diakhaté et ses invités. Également, bonne suite de programme en compagnie de la Télé Futur Média. Au revoir.